Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il annonce arrive toujours. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui a été annoncé, arrivera. Regardez bien, mémorisez très bien. Tout ce que vous voyez maintenant, vous ne le reverrez plus jamais. Jamais, jamais, jamais. Quand il dit quand il promet, il tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Jamais, jamais. S'il dit que l'année ne passera pas, soyez-en sûrs. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui a été annoncé, arrivera. Il en avait été choisi par Dieu pour corriger Israël. De même la France a été choisie pour corriger la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui fait ça. L'armée de Christ roi est là. L'armée de Christ mort à la croix est prête et n'attend que le feu vert pour commencer le nettoyage. Tous ceux qui se trouveront sur son chemin périront. Tous ceux qui ne confesseront pas Christ périront aussi. La Côte d'Ivoire missionnaire, c'est pour bientôt. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui a été annoncé, arrivera. Allez, soutien. Le président du code, on l'acclame, Patrice Coutet. Merci, je voudrais d'abord vous saluer en vous rendant en qualité de grade et m'excuser, excuser le bureau de la région du COJER de ce que d'abord le temps joue contre nous. Il pleut depuis. Ensuite, vous savez, nos invités ils viennent de Paris, directement on allait les chercher. Il fallait d'abord les accueillir, donc accepter nos excuses. Cela dit, le café politique, c'est le lancement. Alors d'aucuns demanderont qu'est-ce que le café politique. On a déjà fait un café littéraire ici. Quand Blé Goudé a écrit Côte d'Ivoire traquenard électoral, nous avons invité les Ivoiriens, nous avions invité le journaliste d'investigation de Le Nouveau Courrier d'Abidjan, qu'on appelle Théophile Kouamou. On l'avait invité ici, il est venu animer ce café littéraire. Je crois qu'il doit avoir la place à l'intérieur. Cette époque-là, c'était les dédicaces éclatées en Europe comme en Afrique. Aujourd'hui, le président Gbagbo a été transféré à La Haye et on n'a pas trouvé mieux parce que c'est de l'actualité qu'il s'agit en invitant ici, et je vous demande de l'acclamer, Maître Abiba Touré, qui est avocate, merci, au barreau de Paris. Quand nous avons contacté Maître Abiba, c'est vrai qu'elle n'a pas le temps. Elle m'a dit, ah, Patrice, je ne peux que venir à Londres, mais en aller-retour, parce que je suis vraiment occupé. Je lui ai dit, même si c'est pour 5 minutes, tu vas quand même dire bonjour aux Ivoiriens et puis saluer les Africains. Et puis nous dire pourquoi le président Gbagbo est encore à La Haye à partir du moment où il n'y a pas de preuves suffisantes contre lui. Elle a accepté. Et je voudrais te remercier, maître, merci. À sa gauche, on ne va plus le présenter, hein, on le voit souvent dans les médias, hein, Toussaint Alain. C'est Toussaint Alain, c'est Toussaint qui est son prénom, et Alain, c'est son autre famille. Ancien conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il dirige un mouvement de pression qu'on appelle Côte d'Ivoire Coalition, qui est basé aux États-Unis, je peux me tromper, Alain. Il met la pression sur le gouvernement. On l'a vu récemment avec Télésud, je crois que c'est son dernier passage à Télésud nous a éclairé. Lui aussi très occupé, il a accepté d'être notre invité spécial aujourd'hui. Je voudrais qu'on acclame Alain Toussaint. Mais c'est quoi un café politique?
pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que Gbagbo fait encore à la CPI. Et le thème de ce premier café politique, c'est infirmation, ajournement d'abord, hein, ajournement, parce que la CPI est ajournée. Ajournement de l'infirmation, de la confirmation des charges. Hein, CPI Gbagbo, quels enjeux? Pour dire ça, on n'a pas besoin d'appeler un informaticien, on a eu besoin d'appeler l'avocate. Maître, avant que tu ne prennes la parole, on va la donner à Alain Toussaint. Toussaint va dire, il va introduire le débat, et puis ensuite, vous allez exposer. Toussaint. Bien. Merci, Président, à toute l'équipe d'organisation. Merci aux sœurs et aux frères ivoiriens et africains, probablement, qui sont venus cet après-midi pour cette rencontre d'information. Merci à Maître Abiba, naturellement, pour sa disponibilité. Alors, mes propos introductifs seront juste consacrés à notre ami et notre sœur avocate, qui est à nos côtés depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Bien avant l'arrestation du président Gbagbo, Maître Abiba était déjà dans le combat. Et plus encore, davantage, et elle a fait le choix d'être à nos côtés. Et moi, je voudrais vraiment lui rendre hommage. Parce que ça n'a pas été toujours facile. Dès le départ, nous avions constitué un collectif d'avocats en avril 2011, avec l'appui de Marie Singleton, l'une des filles du président. Et Dieu seul sait que ce collectif a fait parler de lui, pas toujours en bien, dans les médias, parce qu'il y avait des agitations, il y avait des jeux d'ombre de certaines personnes qui avaient d'autres intentions que les nôtres, qui restent toujours de faire libérer le président Gbagbo. Mais nous avons supporté le choc parce que notre engagement est sincère. Ce n'est pas un engagement qui est téléguidé par des intérêts financiers ou par des prétentions à des fonctions de je ne sais dans quel gouvernement, mais nous menons ce combat pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et Maître Abiba, je le dis vraiment sincèrement, hein, c'est pas facile. On a supporté le choc et quand on se voit, souvent on en parle en disant, mais on a quand même tenu le choc. Parce que beaucoup à notre place auraient renoncé en disant, ben écoutez, vous voulez défendre Gbagbo, ok, allez-y. Mais c'est un combat très important et nous ne sommes pas lâches. On a tenu le choc. Donc, M. Kouté et le COJEP ont été bien inspirés de l'inviter pour qu'elle puisse vous donner les clés de ce qui se passe et les enjeux justement de la procédure concernant le président Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Donc moi, je vais lui donner la parole et puis tout à l'heure, j'essaierai de faire des développements politiques sur la situation juridique du président Gbagbo et puis sur la situation en Côte d'Ivoire et de manière plus générale faire un peu des perspectives concernant l'Afrique et les Africains parce que c'est une agression nouvelle contre l'Afrique. Contre l'Afrique et je souhaiterais développer ce sujet tout à l'heure à la suite de Maître Abiba. Donc, cher Maître, c'est ton tour de parler. Donc, tu as vraiment tout le temps. Nos amis sont là pour que tu les éclaires un peu. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie vraiment de votre accueil et du fait de voir que, effectivement, vous restez mobilisés. Ça fait quand même plaisir de voir cette salle comble et intéressée par ce qui se passe actuellement au pays et également à la haie. Pour rebondir sur ce que disait Alain Toussaint, comment dire, j'estime que effectivement, bon, c'est pas vraiment du courage. En ce qui me concerne, c'est un devoir. Nos frères qui sont restés durant la crise post-électorale à marcher ou à vouloir rester devant la résidence présidentielle sous les bombes, eux sont courageux. Nous, c'est un devoir. On ne peut pas, vis-à-vis de tous ces morts, vis-à-vis de toutes ces personnes qui, au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de notre souveraineté, ont donné leur vie, on se devait de rester mobilisés, de mener ce combat-là. Donc je pense que, en tout cas, c'est
si je dois parler de courage et si je dois avoir une pensée, c'est vis-à-vis d'eux, de tous ces jeunes. Certainement, certains d'entre vous ont encore de la famille là-bas, peut-être certains d'entre vous ont eu des victimes. C'est à eux que l'on doit ce combat, et au pays. Alors concernant ce que l'on vit, effectivement c'est une période assez difficile, inutile de présenter en tout cas le contexte, vous le connaissez tous, on a tous vu, un conflit politique depuis des années, des élections avec un résultat proclamé par le Conseil constitutionnel, un résultat proclamé soi-disant par la CEI, parce que là encore il y aurait beaucoup de choses à dire. Bakayoko à lui seul ne constitue pas la CEI, d'accord, c'est un individu, et encore moins lorsqu'il est au QG de Ouattara. Ce n'est pas une décision, c'est comme si je vous disais qu'un juge dans un tribunal se rendait dans un café et qui proclamait une décision dans le café. Est-ce qu'on dirait que c'est une décision? Non. Donc c'est pas parce qu'il se rend au QG d'un des candidats pour soi-disant donner les résultats que ça constitue une proclamation de résultats. Mais bon, tout ça, vous le savez, ça ne sert à rien d'approfondir, mais en tout cas c'est le contexte dans lequel s'est inscrite la crise post-électorale. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire concernant la détention du président Laurent Gbagbo, qui s'est faite en toute illégalité, parce que c'est une chose que de dire qu'on arrête un individu, mais quand on arrête ici même, vous allez voir, si on vous arrête, on va vous dire pourquoi on vous arrête, on va vous donner les éléments, vous allez vous retrouver dans une prison, vous aurez droit à vos avocats, etc. Le président Laurent Gbagbo, depuis le 11 avril, a quand même été détenu à Korogo sans cadre légal. Alors qu'on nous indiquait quand même qu'on apportait la démocratie à la Côte d'Ivoire. On apporte la démocratie, puis on détient un homme, mais tout un camp, en dehors de tout cadre légal. Mais ça n'a gêné personne. Parce que, je me rappellerai toujours quand même, on a été jusqu'à Korogo, il y avait des soi-disant soldats de l'ONUCI qui étaient prêts à nous tirer dessus si on voulait voir notre client. Donc voilà quand même dans quel cadre on se situe dans un pays où on était censé apporter les droits de l'homme et la démocratie. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire concernant, au-delà de la détention, le transfert du président Laurent Gbagbo à La Haye, parce que tout simplement, en principe, on n'extradite pas un ressortissant. C'est juste un principe de droit. Vous verrez dans n'importe quel pays du monde, on n'extradite pas un ressortissant. Vous ne verrez jamais un Français livrer un Français à n'importe quel pays du monde. Quel que soit le crime pour lequel il est suspecté, vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais un Américain, le gouvernement américain livrer un Américain dans n'importe quel pays du monde. Jamais. C'est quand même du jamais vu que de voir en Côte d'Ivoire qu'on livre un Ivoirien suspecté d'avoir commis des crimes en Côte d'Ivoire à La Haye. Bon. Mais cela en plus est fait en dehors de tout cadre légal, parce que le président Laurent Gbagbo à l'époque, il y avait une telle pression qui était faite sur lui et sur tout le camp, il y avait des sanctions onusiennes. C'est-à-dire qu'il avait une interdiction de voyager. Ses comptes étaient bloqués, mais il y avait une interdiction de voyager. Donc il n'aurait même pas pu quitter le territoire en principe. Comment dans ce cas-là on a pu le transférer à La Haye? C'est-à-dire même la République de Côte d'Ivoire de M. Ouattara a fait ça en dehors de tout cadre légal. Ils ne pouvaient même pas le transférer, mais ils l'ont quand même fait. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur les conditions de son arrivée à La Haye. Maintenant à La Haye, lors de l'audience de première comparution, c'est-à-dire où on présente le président à la chambre préliminaire, où on lui explique, bon voilà, où on donne les dates, c'est-à-dire où on a fixé la première date d'audience de confirmation de charge qui devait se tenir le 24 juin 2012, il a été clair. On ira jusqu'au bout. Je suis là, j'ai rien à cacher. On ira jusqu'au bout. Donc l'audience de confirmation de charge devait se tenir le 24 juin. Le président a été présenté à la chambre préliminaire. Il est arrivé le 29 novembre 2011. Il a comparu le 5 décembre de mémoire 2011 et l'audience a été fixée le 24 juin 2012. Il y a eu des reports. Je vais essayer d'être très bref parce que je pense que j'ai pas envie de vous faire un cours et l'essentiel c'est quand même qu'on puisse avoir un échange et que je puisse répondre à vos questions. Mais c'est pour vous situer le contexte et ces dates-là sont importantes. C'est-à-dire en juin il devait y avoir l'audience. Il y a eu report. Il y a eu report jusqu'en février 2013.
vraiment, on s'attendait à ce qu'il y ait un dossier béton. On s'attendait à ce qu'il y ait un dossier béton, pourquoi? Parce qu'on savait que le procureur était déjà depuis des mois, c'est-à-dire avant le transfert du président, il venait déjà en Côte d'Ivoire. Il discutait déjà avec les autorités ivoiriennes, il collaborait déjà avec les autorités ivoiriennes, donc on s'attendait vraiment à ce qu'ils aient un dossier, mais vraiment solide. Contestable, hein, mais quand même avec des éléments, bon, solides. Et ce d'autant qu'ils avaient une pleine et entière coopération de Ouattara et de son gouvernement. Mais quand on a vu les preuves, là on s'est dit, mais franchement, l'audience de confirmation de charge, ça va être gênant pour le procureur lui-même. Comment il peut venir et dire, bon, le président, il y a eu un plan commun, il y a eu un plan, déjà on le suspecte d'être co-auteur indirect de crimes contre l'humanité alors qu'on n'a pas l'auteur direct. Déjà là, il faudra nous expliquer comment ils font. Mais en plus, qu'on nous explique que bon, il y a eu un plan commun pour tuer les Ivoiriens dans une guerre qui a fait plus de 3000 morts, mais au final, il est là pour 166 morts. C'est-à-dire, il n'est pas là pour les 3000, hein. Il est là pour 166 morts. 166 morts même pas identifiés. Et puis quand on leur demande, mais quelles sont les preuves? On nous dit, oui, mais voilà, les pro-Gbagbo disaient on gagne ou on gagne. Il disait devant ses maïs. Mais c'est-à-dire, à un moment donné, on dit, mais est-ce qu'ils sont sérieux? C'est-à-dire, ils viennent, c'est-à-dire, on met vraiment des moyens d'État, mais j'ai envie de dire des moyens de la communauté internationale, puisque la CPI étant une cour internationale, les moyens dont elle dispose, ce sont des moyens de la communauté internationale. Pour mener des enquêtes pendant 2 ans, pour nous dire, voilà, il est suspecté de crimes contre l'humanité, parce que ses proches ont dit, on gagne ou on gagne? Quand même. En réalité, et puis vous avez vu, hein, ils ont même été jusqu'à présenter une vidéo filmée au Kenya, qu'on a voulu faire croire qu'elle s'était déroulée en Côte d'Ivoire. Enfin, ça a quand même été très loin, et les preuves présentées n'ont même pas été vérifiées. Et le plus gênant, c'est que les victimes présentées n'ont même pas été véritablement identifiées, les 166 morts. C'est-à-dire, comment ils savent que ces 166 morts sont des pro-Ouattara? Dieu seul le sait, mais il n'est pas bavard. Ils l'ont décrété. Bon. Et parce qu'ils l'ont décrété, donc voilà, on le poursuit pour ces 166 morts. Donc ça devenait quand même gênant, cette gestion de l'audience de confirmation de charge, à laquelle finalement la défense n'a eu qu'à mettre en évidence, à dire, mais d'accord, je veux bien, mais vous n'avez rien d'autre de plus solide. C'est pas pour rien que la consoeur Ivanovic a dit, non mais c'est un brouillon. Forcément c'est un brouillon. Vous ne pouvez pas venir après 2 ans d'enquête pour nous indiquer qu'on est ici parce que, voilà, on le suspecte d'avoir commis ceci ou cela sans avoir des éléments probants. Alors la décision qui est intervenue, la décision d'ajournement, franchement pour la défense et pour le président lui-même, ça n'a pas été une surprise. En droit, hein, ça n'a pas été une surprise. Ça n'a pas été une surprise parce que, véritablement, comme je vous l'indiquais, il n'y avait pas quelque chose de solide. Il n'y avait pas quelque chose de gênant. La plupart des témoignages que l'accusation a eus, c'était des témoignages dans lesquels on nous indiquait « cela n'a pas pu se faire sans l'ordre de Gbagbo ». Cela n'a pas pu se faire sans que Gbagbo soit informé. Cela n'a pas... Voilà les preuves, hein. C'est-à-dire voilà les témoignages se disant à charge. C'est-à-dire, ce sont des hypothèses en réalité, ce sont des suppositions où on se limite à dire « cela n'a pas pu se faire sans que ». Ce n'est même pas possible. Mais ce n'est pas une preuve. La preuve aurait été de dire « Gbagbo, tel jour, à telle heure, dans le cadre de telle réunion, a donné l'ordre de à telle personne qui a... » Là, on est d'accord. Ensuite, on peut débattre, on peut contester. Mais on peut dire « ok, là, c'est une preuve ». Mais venir nous dire « ça n'a pas pu se faire sans », mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve directe. Ce ne sont que des suppositions, en réalité. Et c'est dans ce contexte-là, dans ce document assez opaque finalement, sans preuve directe, sans éléments véritablement à charge, qu'on s'est situé. Mais ce qui est gênant, c'est qu'il parle, même quand on dit ce sont des FDS, parce qu'il dit ce sont des FDS qui ont tué, qui ont commis des exactions sur les populations civiles considérées comme pro-Ouattara. Mais là encore, il y a un problème. Dire des FDS, comment ils ont déterminé que c'était des FDS? Comment on a pu déterminer que c'était des FDS? Est-ce qu'ils ont le nom de l'agent
qui l'a fait et qui effectivement fait partie du rang des FDS, non. Ils ne savent même pas le nom des personnes. Ils disent juste que ce sont des FDS. Et parce que ce sont des FDS qui ont commis ces exactions, donc Gbagbo est coupable. Ou en tout cas, doit comparaître et doit répondre de ses actes. Voilà. Mais dans ce cas-là, je vous le dis, si Gbagbo, à supposer que ce soit des FDS, supposons que ce soit effectivement des FDS qui ont... Encore là, il y a problème. Parce que comment on détermine que ces FDS ont exécuté un ordre? La preuve n'est pas apportée puisqu'ils n'ont pas mis la main sur ces prétendus FDS, forces de sécurité. Premièrement. Deuxièmement, à supposer, bon, encore une fois, que ces FDS ont commis des exactions. Mais on a vu ici des soldats britanniques, on a vu des soldats américains commettre des exactions en Irak. Est-ce que pour autant on a pris Bush pour dire comme des soldats américains ont commis des exactions, vous êtes responsable? Non. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas l'ordre, on n'a pas la preuve de l'ordre qui aurait été donné par Bush au GI pour commettre des exactions. Mais comment ce qui est valable pour l'un ne serait pas valable pour l'autre? C'est là où, véritablement, il y a un problème avec la position du procureur qui a un dossier complètement bancal. Et c'est pour cela que la chambre préliminaire n'a eu véritablement d'autre choix que de dire, mais écoutez, moi je veux bien, mais vos preuves, hein, qui ne sont pas des preuves directes, elles sont composées de quoi? Les preuves sont composées essentiellement d'articles de presse, autant vous dire des articles de presse pro-Ouattara, hein, le Patriote a beaucoup aidé, de rapports d'ONG, et de ce que la Cour qualifie de oui-dire. C'est-à-dire, on m'a dit que, j'ai entendu que, il y a l'ami de mon cousin, de mon ami, de mon frère qui m'a dit que. Et c'est ça qu'on vient présenter à la chambre préliminaire comme preuve contre Gbagbo. Il faut être sérieux. Et c'est là où elle dit, mais des oui-dire peuvent être éventuellement un commencement de preuve, mais ce n'est pas suffisamment solide pour que je confirme les charges. Et donc elle dit, donc pour tous les éléments que vous avez fournis, il faudra me présenter un certain nombre d'éléments pour corroborer les éléments que vous présentez. Mais où la chambre est bizarre, c'est qu'elle dit oui, bon, les preuves ne sont pas suffisantes, mais elles sont pertinentes. Mais ça ne veut rien dire. Si elles ne sont pas suffisantes, ils auraient dû en tirer les conséquences légales. Parce que, évidemment, quand elle relève que ce sont des oui-dire, qu'il y a des rapports d'ONG et d'articles de presse, et on sait très bien comment est la presse ivoirienne, mais on ne peut pas condamner un homme ou même confirmer des charges sur ces éléments-là. Et elle le sait. C'est pour ça qu'elle demande d'autres preuves. Mais en quoi ces éléments constituent des éléments pertinents? Puisqu'ils ne sont même pas rattachés sur un fait particulier. C'est ça qui est problématique. Le président a été poursuivi pour 4 faits précis. Et on vous présente des éléments qui n'ont rien à voir hein, avec ces 4 faits précis, mais qui constituent le dossier à charge. Donc la chambre préliminaire est embêtée. Est-ce qu'elle se dit d'accord? Bon, comme elle voit que les 4 charges n'ont pas suffisamment d'éléments de preuve, et qu'en plus les éléments qu'on présente n'ont rien à voir avec ces charges-là, elle est embêtée. Comment elle aimerait bien confirmer, hein mais elle ne sait pas comment, parce qu'il en va aussi de sa crédibilité. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au procureur, donc elle dit bon, j'ajoute, mais elle va plus loin, elle dit je vais te donner une feuille de route. Elle dit au procureur concrètement, elle lui donne une feuille de route. Vous allez enquêter sur ça, vous allez me donner des éléments là-dessus, vous allez me donner ceci, vous allez me donner cela, vous allez modifier votre DCC, donc le document de charge. Mais elle fait le boulot du procureur. Puisqu'elle lui dit où aller enquêter, ce qu'il faut faire, ce qu'il doit... Mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, la chambre préliminaire n'est pas là pour faire le travail du procureur. Elle est là pour juste indiquer est-ce que les éléments que l'on a sont suffisants ou pas, est-ce qu'on peut aller au procès ou pas. C'était ça son travail. Elle ne peut pas se substituer au procureur pour dire vous allez enquêter là-dessus, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et c'est pour ça qu'il y a eu une position dissidente. Parce que j'entends encore les pro-Ouattara nous dire il y a une position dissidente parce que la juge présidente de Gumerny voulait qu'on confirme les charges. Si vous lisez en tout cas tout le texte de la position dissidente, à aucun moment elle dit je suis pour la confirmation ou je suis pour l'infirmation. Elle ne le dit pas. Elle dit juste moi j'ai un problème et je ne suis pas d'accord avec l'attitude adoptée par mes 2 collègues. J'ai un problème parce que
je n'ai pas en tout cas, me substituer au procureur et à dire au procureur ce qu'il doit faire. C'est au procureur d'assumer ses responsabilités. C'est au procureur de venir avec son dossier. S'il estime solide, bon, moi je vois s'il est solide, je me prononce en fonction des éléments, mais je n'ai pas à dire ton dossier est solide, ton dossier ne l'est pas. Bon, comme ton dossier n'est pas solide, mais je veux qu'il soit solide, donc tu ramèneras... c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est finalement là-dedans que l'on est. C'est finalement là-dedans que l'on est. C'est-à-dire avec... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en principe, le procureur est censé présenter les preuves les plus solides. Il est censé présenter ses preuves les plus solides. Donc, ce qu'il a présenté lors de l'audience de confirmation de charge, il est censé présenter, mais vraiment le truc béton, quoi. Le truc qui est censé nous fracasser contre le mur. C'était ça, la vérité. Sauf qu'on se rend compte que c'est faible. Et maintenant, on lui demande de recommencer. Va chercher encore plus d'éléments. Et c'est là où la position... Parce que c'est une chose, c'est vrai que le procureur n'est pas censé présenter toutes ses preuves. Il peut en présenter certaines. Il n'est pas censé toutes les présenter. Mais il est censé présenter le gros. Pour permettre aussi à la défense de contre-attaquer, en tout cas de contester un certain nombre de choses. Voilà. Donc il a présenté le gros. Et on est en train de nous dire, oui, c'est le gros. On est en train de nous dire, le gros n'est pas suffisant, mais il est pertinent. Mais comme c'est pas suffisant, bon, on te donne encore 6 mois pour nous faire quelque chose de solide. Mais tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Bon, c'est gênant. C'est véritablement gênant. Donc, c'est là où, quelque part, la chambre préliminaire, même si c'est vrai que j'ai vu, même dans la communauté, les gens étaient très contents, parce qu'il n'y a pas eu confirmation, il y a eu ajournement, on était très contents, mais où le bas blesse, c'est qu'il n'y aurait même pas dû avoir ajournement, c'est qu'il aurait dû avoir rejet. Et le fait qu'il y ait eu ajournement, ok, mais où on lui donne une feuille de route, là c'est problématique. Alors, on va nous dire, oui, mais dans le statut... l'article prévoit qu'on peut ajourner et demander au procureur des preuves supplémentaires. C'est vrai. Je peux demander, moi, à la chambre préliminaire, au procureur d'amener des preuves supplémentaires, c'est vrai. Mais je ne peux pas dire au procureur, là où il doit enquêter, je ne peux pas dire au procureur, modifie ton document de confirmation de charge pour me mettre ceci, cela. Non. Je ne suis pas tenu par la qualification donnée par le procureur. Donc, si j'estime que son document n'est pas solide, ne tient pas du tout la route, j'en tire les conséquences. Si j'estime par contre qu'il y a des preuves solides, mais qu'il y en a d'autres, parce que je me prononce, je ne sais pas trop si je dois confirmer telle autre charge, je peux lui demander des preuves supplémentaires, oui. Mais je ne peux pas lui dire, bon, ton dossier n'est pas solide, mais on va t'aider à le rendre un peu plus solide, ça ne tient pas la route. On sort complètement de son rôle de juge impartial, de chambre impartiale. On ne peut pas se substituer à une juridiction qui est le procureur. Donc c'est en ce sens... que la décision et la position dissidente doit nous interpeller et doit nous faire dire que la partie n'est pas du tout gagnée. On est bien parti, mais j'ai envie de dire c'est pas compliqué, parce que quand il n'y a rien, on a beau fouiller, il y a toujours rien. Donc c'est pas difficile, mais on doit rester vigilant parce que le jeu qui se trame n'est pas clair et que concrètement la position adoptée par la chambre préliminaire est sur un certain nombre de points gênante par rapport au respect des droits de la défense. Parce que je ne vois pas ce que le procureur n'a pas pu apporter en 2 ans qu'il puisse le faire en 6 mois. Concrètement, je ne vois pas. Et le pire, et ça quand même, faut le dire, je disais tout à l'heure, le procureur a des moyens d'État. Et la défense, elle n'a rien. La défense n'a pas de moyens. La défense n'a pas de moyens. La défense, tout ce qu'elle peut faire, bon, c'est quémander un peu d'argent à la CPI pour pouvoir subvenir, pour pouvoir vivre, et c'est en même temps demander et étudier les preuves du procureur. Mais sinon, la défense n'a pas de moyens. Toi, procureur, tu as les moyens d'un État. Tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas taper la bise à Ouattara, taper la bise à Soro, et on te donne tout ce que tu veux. Et tu es incapable en 2 ans de venir avec un dossier solide. Et c'est en 6 mois que tu vas pouvoir le faire. En 6 mois, étant précisé qu'on lui demande d'enquêter sur 45 incidents. C'est-à-dire, la Chambre a quand même demandé au procureur d'aller vérifier 45 incidents, alors qu'elle n'est saisie que de 4 charges. Donc, il y a problème. Il y a véritablement problème, ce qui doit nous amener vraiment
à être vigilants, à accentuer la pression par les marches, par un certain nombre de choses qui sont faites et qui ont un impact. Parce que, et là, j'aimerais terminer sur ce point, s'il y a quelque chose qui marque, en tout cas lorsqu'on va à La Haye, c'est les propos tenus, déjà c'est à la cour même, c'est de voir les gens assez interpellés par voir cette communauté ivoirienne, nombreuse, venir. C'est de voir aussi qu'ils sont assez interpellés par le fait de voir les Ivoiriens marcher régulièrement, venir manifester régulièrement à La Haye. Et pourquoi ça les interpelle? Parce que vous verrez dans tout procès du monde, et regardez tous les procès importants, ceux qui manifestent devant, ce sont généralement les victimes, qui viennent crier leur haine de l'accusé, ou alors leur colère pour l'accusé. On n'a jamais encore vu des gens venir crier leur amour à un suspect. Jamais. Donc c'est un élément extrêmement fort parce que ça joue. Ça joue de voir des gens venir dire Gbagbo, Free, de voir des gens dire on t'aime président, de venir dire il a rien à... Ça interpelle les gens parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Où sont les victimes? Où sont les prétendues victimes? On ne les voit pas. Pourquoi? Et c'est là aussi, ça accentue le côté politique. Vous parlez de victimes, mais on ne vous voit pas. Par contre, on voit les véritables victimes, les Ivoiriens, qui ont vu un pays bombardé, qui ont vu un pays occupé venir créer leur amour à leur président. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, a joué aussi dans ce qui se passe à La Haye. Ça joue fondamentalement. Ça joue fondamentalement. Vous savez, quand vous venez marcher, lorsque vous manifestez, lorsque vous battez le pavé, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, que ce soit à La Haye, c'est la Côte d'Ivoire qui tremble, les autorités ivoiriennes qui tremblent. Parce que ça, elles ne peuvent pas le gérer. Elles ne peuvent pas le gérer. Elles ne peuvent pas dire que tout va bien mais quand partout dans le monde, les Ivoiriens sortent pour crier leur amour. C'est pas la haine, hein. J'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à La Haye, les gens ne viennent pas pour crier leur haine. Ils viennent pour crier leur amour. Ils viennent pour crier leur amour. Ils viennent pour crier leur amour pour quelqu'un qu'on suspecte de crime contre l'humanité. Et il y a des gens qui viennent lui dire qu'on l'aime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le message est extrêmement fort. Et il voit des gens, on l'avait été la dernière fois, mais quand on voit sous le froid, parce que La Haye, vous allez me dire ici vous avez la pluie, mais sous le froid, avec le vent, des gens qui ne peuvent même pas rentrer dans la salle, et qui restent toute la journée. Mais si ça, c'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est vous qu'on doit féliciter, c'est les Ivoiriens qu'on doit féliciter, et quelque part, c'est l'un des actes les plus forts. C'est l'un des actes qui rentrent vraiment dans cette logique politique les plus forts, parce que c'est une manière de dire on est déterminé et on ira jusqu'au bout, comme le président l'a dit. Voilà, merci beaucoup. Merci, maître. Je crois que, comme vous l'avez dit, hein, c'est juste des propos préliminaires pour vous prêter aux questions des Ivoiriens, des Africains dans la salle. Monsieur Toussaint, oui. Voilà, président de Côte d'Ivoire Coalition, ancien conseiller du président Gbagbo. Voilà, ici est planté le décor, tu vas te donner la parole. Oui. Okay. Et il faut la prendre. Merci à Maître Abiba pour cette brillante entrée en matière. Je pense que notre sœur l'a indiqué, nous sommes dans une procédure politique. Et il y a quelques jours, sur les plateaux de Télé Sud, je rappelais que Gbagbo devant la CPI, c'était une vieille promesse, pour ne pas dire une vieille menace française, faite par M. Chirac en janvier-février 2003, juste après la signature de l'accord de Marcoussis, lorsque le président Gbagbo s'était donné du temps pour voir quelle suite donner à ces accords-là. Et dans l'espace, il y a eu l'affaire des escadrons de la mort qui sèmeraient donc des dégâts à Abidjan et qui étaient imputés au président, à la première dame ou en tout cas à l'entourage présidentiel. Donc, ce qui se passe aujourd'hui a été clairement programmé hier.
Et la CPI, en donnant suite à la demande française, puisqu'il faut être clair là-dessus, c'est le gouvernement français de M. Sarkozy, vous le savez, qui a demandé que le président Gbagbo soit transféré devant la Cour pénale internationale. C'est une action politique. On l'a déjà dit, la menace de la politique du président Gbagbo, une politique progressiste, dont l'objectif principal est, je parle au présent parce que nous sommes encore engagés dans ce processus-là, délibérer la Côte d'Ivoire du joug de la France et rendre notre peuple et nos populations plus autonomes. Ce que je voudrais dire, ce qui se passe à la CPI est à mon sens historique. Voilà. Mais devrait aussi avoir une vocation pédagogique. Parce qu'il ne s'agit pas de dire nous sommes pour Gbagbo parce que c'est Gbagbo. Le principe même de condamner des crimes contre l'humanité est un principe qui est partagé par tous. Mais on ne condamne pas pour condamner. Et Maître l'a expliqué, le président Gbagbo est innocent. Et ce que nous faisons, et ce que vous avez déjà commencé à faire depuis plusieurs mois, c'est de demander à la CPI de ne pas commettre une erreur judiciaire au nom d'intérêts politiques de la France. Vous vivez en Europe et vous voyez un peu le climat économique dans ce pays, où le taux de chômage moyen cumulatif des pays de l'Union européenne avoisine les 30%, où les ressources se raréfient, et il faut forcément aller chercher ces ressources ailleurs. Et ce n'est pas des guerres de conquête. La guerre menée en Libye contre le colonel Kadhafi, la guerre menée contre le président Gbagbo en Côte d'Ivoire, celle qui est menée actuellement au Mali sous le couvert de la lutte contre les djihadistes et le terrorisme, tout cela participe de cette reconquête économique qui doit assurer à l'Europe sa survie. Moi, je vois des enfants dans la salle ici, et je pense que c'est pour eux que nous menons ce combat. C'est la génération future. C'est pour eux, sinon, écoutez, en tout cas, on est déjà à la moitié du chemin en ce qui me concerne. Un peu loin, mais peut-être écoutez, déjà à la moitié du chemin. Mais, voilà. Plus que la moitié. Plus que la moitié. Donc, ce que nous faisons, c'est pour ces enfants-là qui sont là et qui sont appelés à devenir les dirigeants de l'Afrique de demain. Ce que nous faisons, c'est le travail qui a été entamé depuis plus de 50 ans par nos illustres devanciers. Avant Gbagbo, il y avait Kadio Amondi, le premier Ivoirien déporté par la France au Gabon. Il résistait à la pénétration coloniale. Il est de Bonois, c'est un des aïeux de la première dame. Et pour toute réponse, ils ont soustrait Kadio Amondi à sa famille, à ses parents, pour le déporter au Gabon. Il y avait également Samori Touré, qui résistait aux armées françaises. Il a subi le même sort. Béhanzin a été déporté du Bénin vers la Martinique, parce que lui aussi disait non à l'ordre colonial. Dans les Antilles, il y a eu Toussaint Louverture, qui a été arrêté à Saint-Domingue et qui a été déporté en Franche-Comté, une région que je connais très bien, dans le château de Joux où il a fini ses derniers jours. Et Toussaint Louverture disait une phrase importante et qui peut aller comme un gant au président Gbagbo. Quand on l'a arrêté à Saint-Domingue, il disait « En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il le repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. » Voilà les racines. Voilà les racines de l'arbre Gbagbo. Voilà les racines de l'arbre Samori Touré. Voilà les racines de l'arbre Kadio Amondi. Vous voyez? Donc, c'est un combat très important. Et moi, je vous invite, je le dis sincèrement, parce que l'heure est grave. On se lève
on prend son armée et on bombarde un pays. On renverse un chef de l'État. On a construit une histoire pendant 10 ans, celle du dictateur assassin, xénophobe, bien entendu, qui assassine et qui menace les intérêts français. Et lorsqu'il est arrêté et que ses partisans ont été assassinés, personne ne bronche parce que l'histoire a été construite. Vous êtes anglophone, on dit storytelling. Donc on construit l'histoire. Parce qu'après, il y a de la cohérence. Ça a été bâti sur le mensonge. Donc, nous devons repartir au travail. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est entre les mains de puissances étrangères. M. Ouattara est un pantin. Au service exclusif des intérêts français et des lobbies militaro-industriels qui ont fait pression sur M. Sarkozy pour que M. Ouattara soit installé en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, la question qui me taraude, ou même deux questions, que gagne M. Ouattara à voir le président Gbagbo condamné par la Cour pénale internationale? Et puis la deuxième question, c'est cependant, qu'est-ce qu'il perd si le président Gbagbo est libéré par la Cour pénale internationale? Et au-delà de M. Ouattara, les Ivoiriens, parce que j'ai entendu des Ivoiriens, des Africains se réjouir de l'incarcération de Gbagbo. Voilà. Et j'ai même constaté ces dernières semaines que le débat agitait les communautés africaines. Hein. Sur Internet, il y a des courants qui se sont créés, pro-CPI et anti-CPI, à la suite de la déclaration des chefs d'État à Addis Abeba. Et je pense que le moment est venu de prendre nos responsabilités. Et je l'ai souvent dit, nous nous battons pour l'indépendance, l'autonomie et une vraie indépendance des pays africains, une vraie liberté. Donc, s'il y a eu des crimes qui ont été commis de part et d'autre, les coupables doivent être recherchés et jugés par des juridictions nationales. Voilà. On ne peut pas aller trimballer des compatriotes africains, des frères ivoiriens, devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion parce que je pense qu'il nous faut de la cohérence. Là, le souci avec la Cour pénale internationale, c'est que les pays aujourd'hui qui demandent la traduction de tel ou tel coupable devant cette juridiction, ces grands pays-là n'ont même pas ratifié les textes de Rome de 2002. Les États-Unis, par exemple, et Maître Abiba l'a dit tout à l'heure, Maître Abiba Touré, pardon, l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres pays dont les citoyens ne passeront jamais devant la Cour pénale internationale, quels que soient les crimes commis et le nombre de victimes que des troupes de tel ou tel pays occidental ont pu occasionner. Donc c'est une justice à deux vitesses qui est éminemment politique et c'est à nous de rappeler à la CPI qu'elle a pu par le passé prendre des décisions dans l'intérêt des Occidentaux, mais nous avons l'obligation d'obtenir la libération du président Gbagbo. Et je pense que ce combat, il faut que nous continuions de le mener. Parce que Gbagbo libéré, c'est la Côte d'Ivoire qui est également libérée avec nos prisonniers politiques. Avec nos frères qui sont détenus, bien entendu, il y a Simone Gbagbo, Afi N'Guessan et d'autres, mais ceux qui ont été récemment enlevés au Ghana, en toute illégalité. C'est un comportement d'État voyou. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je le dis, nous sommes filmés, mais je vais le dire, il faut le donner à M. Ouattara, que la Côte d'Ivoire, sous M. Ouattara, est devenue un État voyou. Dirigé par un bandit qui ne respecte aucune règle. Lui et ses soutiens sont des bandits. Voilà. Parce qu'on ne peut pas détenir pendant plus de 2 ans des citoyens, des individus contre lesquels on n'a aucune charge sérieuse et se promener à travers le monde, quémander la générosité des pays les plus riches en prétendant que la Côte d'Ivoire serait une république.
Le FPI est gentil, il parle d'État RDR. Moi, je dis c'est un État voyou. Et M. Ouattara est le chef de cet État voyou. Voilà. Donc, nous devons, partout où nous sommes, mobiliser toutes les ressources possibles pour demander que ceux qui peuvent encore aider la Côte d'Ivoire le fassent. Parce que là, nous sommes tombés dans une nuit sans fin et il faut impérativement qu'il fasse jour, mais le plus tôt possible. Voilà. On ne peut pas détenir des citoyens sans procès. Regardez Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, qui est trimballé des lieux de détention en lieu de détention, qui serait, d'après ce qu'on m'a dit il y a maintenant une dizaine de jours, à la gendarmerie. Mais ce sont des informations qui ne me paraissent pas fiables, ou même si elles sont fiables, c'est encore pire. Le frère de notre sœur, Jean-Yves Dibopieux, qui a été enlevé, donc méthode d'État voyou, et qui est aujourd'hui détenu on ne sait où. Vous voyez? Donc, au-delà de ce qui s'est passé le 11 avril, il y a tout un système qui est mis en place, qui est mis en œuvre pour consolider une dictature en Côte d'Ivoire. Et la libération du président Gbagbo peut mettre fin à ces souffrances-là. Les premiers responsables, les premiers complices de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de ce qui se joue dans notre pays, c'est naturellement le gouvernement français. D'abord dirigé par M. Sarkozy et aujourd'hui par M. Hollande. Et je suis totalement étonné que ce gouvernement n'ait pas plus d'influence sur M. Ouattara. Donc ce combat-là, nous devons le mener pour libérer nos amis. Et je pense qu'il faut insister sur la dimension des droits de l'homme, ces violations permanentes. Il y a quelques jours encore, c'est le secrétaire national de la JFPI qui a été enlevé par M. Ouattara et enfermé, je crois, à la Maca ou ailleurs, dans un conteneur. C'est très conventionnel comme prison. Et c'est Fabius qui le dit, hein, quand la mère de Michel Gbagbo s'inquiète du sort de son fils et qu'une sénatrice de Paris écrit à M. Fabius pour se plaindre d'abord de la détention de Michel Gbagbo ainsi que de ses conditions de détention. M. Fabius écrit noir sur blanc, moi j'ai copie de la lettre, que Michel Gbagbo est détenu selon les normes locales. Donc un conteneur, c'est la norme locale. Hein, c'est la norme locale. Donc, chers amis, je dis cela parce que vraiment l'heure est très très grave. Et nous devons, nous, Ivoiriens, créer des passerelles avec les Africains. Parce que dans les années 50, 60, les Lumumba et autres ont mené un combat en étant en contact permanent avec Nkrumah, avec d'autres, pour la libération des pays africains. Et depuis, malgré le développement des nouvelles technologies, nous n'avons pas encore de passerelle avec nos frères du Gabon, du Mali, du Sénégal, du Togo, etc., où sévissent également, notamment au Togo, une dictature féroce. Donc, il faut que nous reprenions ce travail-là. Parce que les Occidentaux, dans toutes les perspectives qu'ils font, ils disent que c'est l'Afrique qui leur permet de garder leur rang et de maintenir en équilibre leurs économies. Il y a un dernier rapport de la CIA que je vous conseille de lire, parce que quand vous le lisez, vous avez des frissons extraordinaires. Le monde en 2030, selon la CIA, où les Américains, et je pense que c'est une étude très fiable, disent que l'Europe sera une puissance en décadence. Mais l'Europe ne l'entend pas de cette oreille, donc elle est obligée de s'accrocher aux pays africains. Sous la menace des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pour continuer d'être ce qu'elle est. Donc cela veut dire que le combat que nous menons pour la démocratie, le combat que nous menons pour le président Gbagbo, est un combat extrêmement difficile. Parce que là où il y avait la nuit,
donc l'opposé du jour, Gbagbo a apporté la lumière. Et il est à La Haye parce qu'il est un éveilleur de conscience. Son crime, il a éveillé des consciences, là où il faut plutôt les endormir. Donc, Maître Abiba se tient à votre disposition pour vos questions. Bon, des questions, je pourrais également y répondre, des questions politiques surtout. Puisque M. Ouattara a récemment parlé des élections prochaines, je pense qu'on peut en débattre. De la situation concernant le président Gbagbo, mais sachez simplement, il faut intégrer cela. Quand vous parlez un peu comme M. Sarkozy, quand vous vous rasez le matin, pour les hommes, pensez que votre liberté est menacée et votre existence est menacée au quotidien par cette politique impérialiste. Qu'aujourd'hui, le recours de la force est devenu la règle. Voilà. L'Afrique doit servir de... C'est l'Afrique qui fait l'équilibre du monde. Donc nous devons avoir cela à l'esprit, l'intégrer et en fonction de ces risques-là, nous organiser. Mais en même temps, pour conclure, je dirais que quand on le dit, cela ne veut pas dire que, je vais utiliser un mot à la mode, que nous voulons vivre en autarcie. Non, nous sommes ouverts sur le monde, mais simplement nous voulons que les Africains et les Ivoiriens en particulier soient maîtres de leur destin. Et cela n'est pas négociable. Quand on discute avec des Ivoiriens, c'est cela souvent qui complique le combat. Certains disent, mais est-ce que les Français le voudront? Mais la liberté des Ivoiriens ne dépend pas de la France. C'est nous qui devons faire le choix d'être libres. Et nous devons engager tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est humainement possible pour que cette liberté soit une réalité. Pensez aux enfants qui sont là, qui sont ici, sont des immigrés économiques. Hein? Voilà, ils ont suivi les parents, ils sont nés ici, bon, etc. Donc il faut que l'Afrique ramène à elle ses enfants. Et nous travaillons à cela. Et Gbagbo, libre, ouvrira encore la voie vers cette libération, vers cette indépendance vraie de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire en propos avant le débat. Merci. Voilà. Donc c'est le café politique. Vous voyez, le thème, je le répète encore, c'est ajournement de l'information ou confirmation des charges dans l'affaire Laurent Gbagbo au CPI. Quels enjeux? Nous avons invité, le COJEP a invité pour vous, spécialement, il vient d'arriver de Paris, Maître Abiba Touré, qui est avocate au barreau de Paris, et M. Toussaint Alain qui viennent de rapidement vous entretenir. Je voudrais vous demander de les applaudir encore. C'est vrai qu'ils voyagent beaucoup, ils sont un peu fatigués. Je voudrais saluer la présence massive de la représentation avec les membres du bureau du Front populaire ivoirien, le parti que le président Gbagbo Laurent a créé dans le plateau d'Abou. Je crois que Dagour Kapo est le représentant. Je voudrais qu'on le salue. Voilà, je crois qu'à sa suite, il y a tous les membres du bureau, il y a Mme Dja qui est là, tout le monde est là. Je voudrais saluer les présidents des associations, je voudrais saluer le professeur Saïri, je voudrais saluer le vieux Petit Pré, le président de la résistance des patriotes, Badégue est là, je voudrais le saluer. Néné Souveraine, je voudrais te saluer, Néné Souveraine, merci d'être là. Je voudrais saluer tous mes amis, tout à l'heure je vais citer encore. Mais le débat, on ne peut pas attendre. Je voudrais saluer Georges Bellignon, un leader d'opinion, membre de la représentation du CFPI aussi aujourd'hui. Et puis, naturellement, la secrétaire à l'administration de la représentation du Front populaire ivoirien, Yolande Okou. Je voudrais qu'on ouvre le débat. Nous allons prendre des séries de questions. Normalement, c'est 3, mais comme Maître m'a dit, elle dit écoutez, moi je suis avocate. Donc j'ai une mémoire, je peux répondre à tout moment. Je voudrais savoir si, parce qu'en dehors même de la confirmation ou non des charges, oui, normalement il y a donc des audiences pour la liberté conditionnelle ou pas du président. Est-ce que, je ne me souviens plus, désolé de la date, la dernière qui avait lieu, parce qu'il me semble que c'est tous les 120 jours. Est-ce que vous avez, par exemple, la prochaine date, ou est-ce que vous savez si Maître à titre l'équipe a déjà fait une demande pour qu'on puisse avoir une idée, peut-être que nous aussi pour préparer des actions futures ou pas. Ça c'est la première question. La deuxième c'est,
je voudrais discuter sur le point 25 de la non-décision, je vais dire, de la Cour. Elle dit que les investigations donc, du procureur, normalement, doivent être largement faites, finies, au stade de la confirmation des charges. Et en même temps, elle dit que ces preuves, donc, il appartient donc au procureur d'apporter ces preuves-là lors de la confirmation des charges. Alors, est-ce que ça voudrait dire que le procureur garde ces preuves pour l'éventuel procès, ou est-ce que aussi le procureur peut ajouter ces preuves qu'elle n'a pas données lors de la modification du document des charges, contenant les charges qui aura lieu? Est-ce que cette décision le lui permet, ou est-ce que cette décision, l'enquête qu'on demande donc au procureur de faire, c'est juste rajouter les enquêtes qu'elle a pu faire, ou elle doit rajouter aussi ces décisions-là? Où est-ce qu'on en est? Parce que je ne sais pas assez clair. Le niveau de la force de la preuve au stade de la confirmation des charges, qu'est-ce qui doit être contenu dedans, qu'est-ce qui ne doit pas être contenu dedans, qu'est-ce qu'on a en ce moment, ou dans la modification qui aura lieu dans 5 mois, est-ce qu'ils peuvent l'introduire dedans ou pas? Merci à la table de séance. Ce n'est pas une question, c'est juste une félicitation de la part du représentant, le camarade Anton Barito qui n'est pas là, qui est à Lisbonne en ce moment. Et il m'a dit de vous transmettre ses salutations, ses félicitations. En même temps, dire à l'Assemblée, merci d'être venu, comme si vous le savez, d'être venu et que c'est le moment de se soutenir. Il a dit 2 choses que je vais retenir. Nous sommes dans une situation où on a 2 clans. Il faut qu'on le retienne. Parce que la politique dit quand tu n'es pas avec moi, c'est que tu es contre moi. Il n'y a rien d'autre. Donc si tu n'es pas au RHDP, tu ne peux qu'être dans la majorité. On a besoin de soutenir dans cette majorité. C'est très important. Il m'a dit de relever ce point et que c'est le moment de se soutenir et que c'est le moment de mener le combat ensemble. Et j'ai été très heureux que tout ça là le disent. C'est le moment de se soutenir et je vous remercie pour la présence de tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à M. Seri Sylvain de Boubou. Merci au COGEP qui nous entretient, c'est vraiment bien. Ma question est adressée à Maître Abiba Touré et je voudrais savoir les moyens qui peuvent amener un pays à sortir du traité de Rome et quelles en sont les conséquences si jamais on sortait de ce traité. Je vous remercie. Bien, merci. Ici au bord de la Tamise. Donc, merci. Je voudrais encore une fois de plus dire bonsoir à tous les frères, à toutes les sœurs présentes. Je voudrais, en votre nom, en tant que patriote, en tant que résistant, en tant que combattant pour la liberté totale de la Côte d'Ivoire, dire merci à nos illustres invités, dire merci au camarade Patrice Coutet pour l'initiative grande qu'il a prise de nous réunir ici aujourd'hui pour que nous entendions des voix autorisées, les réponses à toutes nos inquiétudes depuis que le pseudo, je ne sais même pas comment appeler ça, a été donné. Oui, depuis on n'a vraiment pas jubilé. Pas jubilé parce que nous sommes très vigilants. Ce que nous attendons, c'est la libération du président et puis qu'on aille en Côte d'Ivoire avec lui pour qu'il reprenne la place que Dieu lui a donnée. Nous sommes très sereins là-dessus et ça va se réaliser. Amen. Voilà. Alors, maître, merci d'être venu. Frère Alain Toussaint, merci d'être venu. Nous sommes très très contents de vous avoir avec nous. Nous vous savons très occupés. Votre présence ici est le témoignage de l'amour que vous avez pour nous, mais aussi du sérieux que vous avez pour le travail que vous êtes en train de faire. Et nous les humains, nous ne pouvons que dire verbalement merci, mais dans tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui donne la récompense. Et nous sommes convaincus qu'au bout du tunnel, Dieu saura les récompenses appropriées au travail que vous êtes en train de faire.
vous avez dit tout à l'heure, maître, très modestement, que ce n'est pas à vous que nous devons dire merci. Mais je le dis, c'est par modestie que vous le dites. Parce que chez nous, on dit c'est deux mains qui se lavent. Vous savez, nous le faisons parce que pour nous, il n'y a pas d'autre issue que de soutenir le président Gbagbo. Et nous le faisons dans la rue. Nous le faisons en criant, en battant les tambours. Tout le monde nous entend. Et vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous le faites par devoir, mais vous le faites dans les endroits les mieux appropriés où les oreilles peuvent vous écouter pour que ce que nous crions dehors, les gens l'entendent et l'entendent bien. Et jusqu'à présent, vous l'avez bien fait. Vous l'avez si bien fait que nous sommes là où nous sommes. Mais ne baissez pas les bras. Le travail ne fait que commencer. Alain Toussaint l'a dit tout à l'heure, c'est un devoir qui nous incombe de mener ce combat-là pour nos enfants, pour les générations à venir. Et j'ai coutume de dire, il n'y a pas d'autre alternative. Si les Occidentaux qui veulent tant nous maintenir sous leur joug sont intelligents, ils doivent trouver une alternative pour que cette collaboration que nous allons avoir à l'avenir là se fasse à l'amiable dans le sens du partage des intérêts. S'ils continuent tels qu'ils sont en train de le faire, c'est un combat qu'ils vont perdre. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue que nous donner notre libération, notre liberté totale. Alors je ne vais pas vraiment monopoliser la parole parce qu'aujourd'hui c'est vous qui êtes là. Je voudrais poser une ou deux questions. La première est de savoir le sens de l'appel que le procureur a fait à la décision qui a été donnée à la Cour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle renie à la recherche de d'autres preuves? Elle est tellement convaincue que ces preuves-là sont convaincantes qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui a été... Qu'est-ce que ça veut dire, cet appel-là qui a été fait? Je vais passer la parole à Maître. Maître, il y a beaucoup de questions quand même. Et comme vous êtes technicien du droit, on veut entendre des termes pour nous faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Mais dans la vérité aussi. Oui. Vous avez la parole. Bon, merci de m'en donner la parole. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et je suis assez surpris d'ailleurs par le niveau des questions qui n'est pas des moindres. Pour répondre à la première question concernant la libération, la demande de libération provisoire, comme vous l'avez indiqué, la Cour étudie la situation du président Laurent Gbagbo, sa détention, tous les 120 jours. C'est obligatoire, ça fait partie du statut de Rome, pour la simple et bonne raison que la détention est quand même une mesure assez grave, puisqu'on prive quelqu'un de sa liberté, on prive quelqu'un qui n'est pas condamné, qui n'est pas reconnu coupable d'un quelconque crime. Donc c'est une peine privative, enfin en tout cas c'est une situation, pas une peine, parce qu'il n'y a pas encore condamnation, mais c'est une décision privative de liberté extrêmement grave qui amène la Cour à, en tout cas, à voir la situation, la chambre préliminaire, à voir la situation tous les 120 jours. Alors j'ai pas la date exacte, je crois que c'est aux alentours de juillet. La prochaine fois que la Cour se prononcera, en tout cas étudiera, analysera la situation, mais je n'ai pas, à vrai dire, pour ne pas vous induire en erreur, la date exacte. Alors concernant les demandes de mise en liberté provisoire, elles sont faites régulièrement pour des raisons... Alors la difficulté, c'est qu'on ne peut pas dire à quel moment elles sont déposées, puisque vous savez que la défense est soumise à une certaine confidentialité. Donc elle ne peut pas faire état d'un certain nombre de choses, et que ce n'est que lorsque la Cour rend public un certain nombre d'éléments que les conseils peuvent éventuellement commenter. Donc c'est très délicat, mais quoi qu'il en soit, je suis pratiquement convaincu qu'une demande de mise en liberté sera assez rapidement déposée, ou alors vous savez, il y a aussi, on fait souvent appel aussi des décisions de la Cour, c'est-à-dire de la chambre préliminaire, c'est-à-dire des fois elle dit non, et puis on fait appel de cette décision, donc ce qui évite de déposer une nouvelle demande de mise en liberté, puisque la juridiction d'appel est saisie par la défense concernant le refus de mise en liberté, donc ça prend beaucoup de temps. D'accord, mais c'est fait très régulièrement. C'est fait très régulièrement. La difficulté, à vrai dire, c'est plutôt la motivation des décisions de rejet, puisque souvent elles sont motivées en indiquant que le président n'a pas renoncé à prendre le pouvoir. Oui, enfin c'est juste lui qui a gagné les élections.
C'est juste ça. Donc oui, pourquoi il continue à ne pas reconnaître la victoire de son opposant? Oui, mais enfin, le fait de ne pas reconnaître la prétendue victoire d'un opposant n'est pas un crime. Donc ça ne doit pas rentrer en ligne de compte, à vrai dire. La chambre préliminaire n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points aux adversaires politiques. Elle est là pour faire le droit en principe, donc cet argument. Et puis, l'argument aussi évoqué pour refuser la mise en liberté, c'est d'indiquer il est très populaire. Oui, mais vous assumez, quoi. Vous avez juste arraché à la Côte d'Ivoire son président, donc c'est normal que les Ivoiriens manifestent, etc. Et au demeurant, ils le font de manière tout à fait pacifique. Donc, et c'est pas, encore une fois, un argument pour retenir quelqu'un, priver quelqu'un de sa liberté. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant les demandes de mise en liberté et puis les décisions. Alors concernant les preuves, et le point 25 que vous m'indiquez, en réalité, au moment, que doit fournir le procureur au moment de l'audience de confirmation de charge? La chambre préliminaire, elle dit que la preuve doit être d'un niveau supérieur à l'idée qu'un crime, à l'idée raisonnable de croire qu'un crime a pu être commis, d'accord, parce que ça c'est le stade du mandat d'arrêt, d'accord. Donc ça doit être, la preuve doit être supérieure, à un niveau supérieur à celle du mandat d'arrêt, donc à l'idée de croire qu'un crime a pu être commis, mais elle doit être inférieure à l'intime conviction en réalité de la réalisation que la personne a véritablement commis le crime. Donc c'est un niveau intermédiaire, vous voyez, c'est entre les deux, c'est un niveau intermédiaire, mais quoi qu'il en soit, il faut que cette preuve soit solide. Et ce qui est certain, c'est qu'au moment de l'audience de confirmation de charge, le procureur doit présenter son dossier le plus solide. Pourquoi? Parce qu'il doit permettre quand même à la défense d'avoir la grosse partie, pas toute, hein, il n'est pas fait obligation au procureur de tout soumettre, mais en tout cas la grosse partie des éléments à charge qu'il entend présenter à l'encontre de la défense. Donc, et ces éléments doivent être, en fait, c'est la qualité de ces éléments qui est appréciée au moment de l'audience de confirmation de charge. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, s'il doit y avoir procès, le procureur aura dû à ce moment-là présenter tous ces éléments à la défense, parce que de toute manière, il est soumis, il y a juste le principe du contradictoire que l'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire tous les éléments qu'il doit présenter lors du procès, il doit les avoir présentés également à la défense. Mais évidemment, il ne peut pas dire je garde mon meilleur jeu, je le garde pour l'instant, je le garde sous le coude et j'attends le procès pour le présenter. Ça ne se passe pas comme ça. C'est l'inverse en réalité. Il peut présenter éventuellement comme preuve complémentaire lors du procès des éléments pertinents s'il est jugé ainsi, mais qui ne constituent pas l'élément clé qui peut amener la chambre préliminaire à se prononcer. Ça, il doit le présenter bien avant. Et c'est justement cela qui a amené tout le débat entre la position dissidente et la chambre préliminaire, c'est-à-dire la nature et la qualité de la preuve, et puis aussi le pouvoir de la chambre préliminaire par rapport à l'analyse de cette preuve. Est-ce que la chambre préliminaire peut juste demander des preuves supplémentaires, ou est-ce qu'elle a vocation à aller plus loin en disant j'ai besoin que vous cherchiez dans tel domaine, où vous alliez là, où vous fassiez ceci, que vous fassiez cela. Voilà, c'est tout le débat qu'il a eu. Mais ce que je peux vous dire de manière certaine, c'est que en principe, ce qu'on a vu donc en février 2013, c'est les preuves les plus solides. C'est ça, c'est les preuves les plus solides. C'est pas toutes les preuves, mais c'est les preuves les plus solides. C'est ça qu'il était censé présenter. Et c'est en fonction de cela qu'on doit ajourner ou confirmer ou abandonner ou en tout cas rejeter les charges. C'est ça. Globalement, c'est ça. Il ne peut pas dire je vous présente 10% lors de l'audience et je présenterai 90%. Parce que, et d'ailleurs, c'est ce que dit la position dissidente, c'est dans toutes ces analyses, il ne faut pas oublier les droits de la défense. La défense doit avoir le temps nécessaire pour pouvoir répliquer aux éléments de preuve qui lui sont présentés. Donc on ne peut pas au dernier moment
présenter des preuves, les preuves les plus pertinentes à la fin de la procédure. Ça n'a pas de sens. Mais ce qui est gênant, et c'est ce que relève également la position dissidente, c'est qu'elle dit on devait se prononcer maintenant sans pourquoi, et maintenant et pas ajourner et en demandant en réalité une nouvelle enquête. Parce que la position dissidente, elle dit quoi? Elle fait mais attendez, vous êtes en train de transformer l'audience de confirmation de charge en petit procès. Et vous n'avez pas à le faire. Vous n'avez pas à transformer ça en procès. C'est où vous estimez qu'on a des éléments pour aller au procès, ou vous estimez qu'on n'en a pas. Mais vous ne pouvez pas transformer l'audience en petit procès. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, en ajournant, c'est une atteinte au droit de la défense. Parce qu'en attendant, ça revient à la première question, il est détenu. En attendant, il est détenu. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginons qu'au bout de 6 mois, le procureur dise « Oh, mais il me faut encore plus de temps. » Parce que, bon, en fonction de la feuille de route qui m'a été donnée, il me faut davantage de temps. Mais il va demander un report. Il va demander un report. Et s'il demande un report, mais qui reste en prison en attendant? Mais c'est le président. Donc il y a une atteinte profonde à la liberté de circulation et à la défense de manière générale. C'est tout ce qui est gênant. C'est pour ça que la position dissidente, elle était aussi contre. Elle dit dans tout ça, on perd du temps. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un principe en droit, c'est que toute personne a droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Et on va faire 3 ans sans que finalement les charges, on ne sache si on va au procès ou pas, si les charges sont confirmées ou pas. Donc il y a une atteinte quand même par rapport à la personne en tout cas du suspect, donc du président Laurent Gbagbo, et une atteinte par rapport à la défense. Donc voilà ce que je peux vous indiquer. J'espère avoir répondu essentiellement à vos questions concernant ces points-là. Alors, concernant la question sur le statut de Rome, la ratification, est-ce qu'on peut sortir du statut de Rome? Ce qu'il faut savoir, c'est que le président Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye, on n'avait pas encore ratifié. Alors, on va me dire, oui, pourquoi beaucoup de choses ont été dites sur ça en disant la Cour n'avait pas compétence. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe, pourquoi? Parce que même si on sort demain du statut de Rome, ça n'empêche pas la procédure. Bon. Quelle est la différence? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Cour s'est estimée compétente en fonction d'une déclaration de compétence faite en avril 2003. Elle dit c'est en fonction de cette déclaration de compétence confirmée par Ouattara en 2011 et en 2012 que je peux poursuivre le président Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'elle dit. Alors, quelle est la différence entre une déclaration de compétence et une ratification? La déclaration de compétence, c'est que vous n'êtes pas parti au statut de Rome, mais vous pouvez demander à la Cour d'enquêter sur des éléments antérieurs, passés. D'accord? Pardon? Passer à la déclaration. Vous pouvez. C'est-à-dire, il y a un crime qui a été commis, vous estimez que c'est un crime grave, vous pouvez faire une déclaration de compétence auprès de la chambre préliminaire pour enquêter sur cet événement qui est passé. La ratification, elle, ne vaut que pour l'avenir. C'est-à-dire, quand on ratifie, on ne peut pas, en principe, dès la ratification, la Cour ne peut pas enquêter sur des éléments passés. C'est pas possible. Par contre, elle est compétente pour tout crime grave relevant de sa compétence à venir. Elle est là la différence. Donc, quand M. Ouattara ratifie, c'est pas ce qui l'inquiète. Hein. À moins qu'il commette un nouveau crime de guerre ou un nouveau crime grave demain, c'est pas la ratification qui fait que la CPI est compétente. D'accord? Sachant que quand on n'a pas encore ratifié, toutes les dispositions ne s'appliquent pas. Notamment, alors c'est un peu plus complexe, mais notamment les crimes d'agression, enfin il y a un certain nombre de choses où toutes les dispositions du statut de Rome ne s'appliquent pas quand on n'a pas encore ratifié. Bon. Donc, dans le cas du président, ce n'est pas en vertu d'une ratification, c'est en vertu d'une déclaration de compétence qui a été faite en 2003, confirmée selon eux en 2011 et en 2012, en 2010 et en 2011, pardon, qu'ils poursuivent, en tout cas que la Cour s'estime compétente. Alors, est-ce qu'on peut sortir? Oui, on peut sortir. On peut remettre en question, en tout cas, le statut de Rome, dire que finalement, on ne veut plus le subir, on ne veut plus qu'il s'applique à nous, et le remettre en question.
Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est pas parce qu'on sort du statut de Rome, demain, que forcément ça arrange la situation du président. Il aurait fallu encore désavouer, en tout cas revenir sur la déclaration sur la déclaration de 2003. Et ça, c'est pas évident. Je dis pas que c'est pas impossible, parce que c'est une volonté étatique, mais c'est un peu plus difficile. Mais quoi qu'il en soit, faut pas oublier aussi, on le voit d'ailleurs par exemple en Libye, hein, c'est-à-dire la Libye, vous savez que la CPI réclame jusqu'aujourd'hui le fils Kadhafi, en disant donnez-nous le fils Kadhafi pour qu'on le juge, et la Libye a dit non. Et a présenté en fait et a soumis à la Cour en fait une requête en irrecevabilité en disant que la Cour n'était pas recevable à enquêter sur le fils Kadhafi, etc., que eux pouvaient très bien faire. Et la CPI n'était pas d'accord. La CPI a dit non, elle a rejeté donc l'exception d'irrecevabilité en estimant qu'elle est compétente pour pouvoir juger le fils Kadhafi. Bon. Pour parler encore plus franchement, c'est qu'en réalité, c'est la loi du plus fort. Hein. C'est-à-dire, plus l'État est puissant, et plus la CPI et moins la CPI va enquêter sur cet État puissant. Et plus l'État est faible, et plus c'est facile pour la CPI d'enquêter, sachant qu'il y a des pressions étatiques qui se font de part et d'autre pour ceci, pour cela. Donc c'est pas pour rien qu'on force, en tout cas qu'on incite un certain nombre d'États africains à ratifier le statut de Rome. Voilà. Mais concrètement, il est toujours possible de se retirer, mais j'ai envie de dire, ça aurait été plus logique qu'il y ait une démarche continentale, c'est-à-dire qu'il y ait un certain nombre d'États africains qui dénoncent, c'est-à-dire c'est bien de dire oui, la CPI ne s'intéresse qu'aux Africains, oui c'est bien, mais encore faut-il joindre les actes à la parole en tirant les conséquences et en disant on se retire. Parce que j'ai envie de dire, les déclarations ça nous réchauffe le cœur, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de conséquences politiques à cette déclaration. Et puis la CPI d'ailleurs a répliqué à cela en indiquant oui, mais enfin, on est surpris de ce qu'on entend, parce que les cas qui nous sont soumis sont des cas qui nous sont soumis volontairement par ces États. Et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Il y a aussi une part de responsabilité au niveau de certains nombres d'États africains qui, notamment dans le cas de la Côte d'Ivoire, qui pour des raisons politiques instrumentalisent. Bon. Autre chose aussi à dire sur cette question de ces pays, c'est qu'il a été très longtemps reproché au président Laurent Gbagbo, parce qu'on leur a dit au Campo à l'époque, on lui a dit mais comment ça se fait, vous attendez 2011 pour enquêter, pour poursuivre. Alors que Gbagbo vous a fait la déclaration depuis 2003, et là vous n'avez pas enquêté sur le camp Ouattara, et maintenant, mais par contre, maintenant tout d'un coup vous réveillez, vous enquêtez. Et Ocampo avait dit, oui, mais bon, si on n'a pas enquêté, c'est parce que c'est vrai qu'il y a eu la déclaration de compétence qui a été faite sous le président Laurent Gbagbo, mais les autorités ivoiriennes ont toujours refusé de collaborer. Elle ne nous permettait pas d'avoir les visas, il n'y avait pas de collaboration réelle, effective, avec, de la part des autorités ivoiriennes. Donc c'est l'argument que la CPI évoque pour dire donc le double langage, soi-disant, du président Laurent Gbagbo et du gouvernement. Mais ça encore, c'est une contre-vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2002, nous avons toujours eu des gouvernements d'union nationale où l'opposition était au gouvernement, et où les ministères importants, notamment le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Justice, étaient pour beaucoup de ministres, c'était des gouvernements de l'opposition. Donc s'il n'y a pas des ministres de l'opposition, donc s'il n'y a pas eu collaboration, ce n'est pas le président Gbagbo. C'est qu'il faut s'intéresser à savoir à quel ministre on a demandé, et pourquoi le ministre, certainement rebelle, n'avait pas intérêt forcément à ce que la CPI enquête. Sauf que ça on ne le dit pas, et on laisse croire aux gens que le président Laurent Gbagbo a gouverné pendant 10 ans, mais qu'il avait les pleins pouvoirs, et que son parti a gouverné pendant 10 ans, alors que c'est faux. C'est ce qu'on appelle en France, il avait un gouvernement il y avait la cohabitation. Il y avait la cohabitation, donc, et dans la cohabitation, vous savez très bien que ce n'est pas le président qui décide. Hein. Parce que le pouvoir est partagé. Donc, et donc le Premier ministre peut bloquer, tout simplement, ou les ministres peuvent bloquer. Si tous les ministres de l'opposition démissionnent, on se retrouve dans une crise politique. Donc on est obligé d'avancer doucement, essayer de trouver... Elle est là la réalité.
Bon, donc tout ça n'est pas dit, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Effectivement, on a fait une déclaration de compétence, parce que d'ailleurs, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, hein, il y a beaucoup d'États qui ont dit, on a reconnu la compétence de la CPI, parce qu'on pensait que ce serait une juridiction internationale, mais qui ferait le droit, véritablement. Mais on se rend compte qu'elle est instrumentalisée. On se rend compte, en fait, qu'elle constitue une arme de pression politique pour, en fait, dégager certains, neutraliser d'autres, et on s'intéresse toujours aux mêmes. Donc, elle est là, la réalité, mais en tout cas, pour ceux qui entendront qu'on dit oui, mais Gbagbo, il a pas collaboré, et ben vous pourrez dire que c'est faux, qu'il faut savoir qui était le ministre à l'époque, et pourquoi le ministre ne l'a pas fait. Et s'il ne l'a pas fait, c'est peut-être parce qu'il ne voulait pas rendre compte d'un certain nombre de choses qui se passaient notamment dans le Nord. Hein, on n'oublie pas les gendarmes. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, concernant l'appel de Madame le procureur, ou la procureure, comme dirait le président, Bensouda. Alors, dans notre jargon, encore une fois, c'est ce qu'on appelle du dilatoire. Elle veut gagner du temps. Voilà. Il n'y a rien d'autre, c'est juste pour gagner du temps. Pourquoi? Donc, elle pose, en fait, elle saisit, elle fait appel, ou elle pose des questions. Où elle pose des questions, puisqu'elle demande à la chambre, enfin à la juridiction d'appel de se prononcer, notamment de dire si véritablement la chambre préliminaire pouvait faire ceci, pouvait faire cela, alors qu'elle sait très bien, puisque c'est un risque puisqu'elle prend, puisqu'elle sait aussi bien la position dissidente que la position de la chambre préliminaire, tous deux disent qu'effectivement les preuves sont fragiles. Pertinentes, ça ne veut rien dire en droit. Hein. On ne condamne pas quelqu'un avec des éléments pertinents. D'accord? Il faut apporter la preuve indiscutable et de manière à pouvoir avoir l'intime conviction que la personne a commis un crime. On ne vient pas avec... on peut avoir un argument pertinent mais faux, qui ne correspond pas à une réalité. On peut débattre tous les deux, et vous allez me donner un argument pertinent, mais vous pouvez avoir tort quand même. Et je peux avoir un argument qui ne le soit pas, et avoir raison, dans le fond. D'accord? Donc, ce n'est pas la pertinence qui permet de déterminer la véracité d'un fait. Bon. Étant observé que dire c'est fragile mais pertinent, il y a quand même une contradiction. Bon. Mais la procureure est dans une situation extrêmement difficile où elle doit gagner du temps. Donc elle a intérêt à multiplier les actes de procédure de manière à pouvoir dire par la suite. Parce que qu'est-ce qu'elle veut? Parce qu'en gros, il faut attendre l'appel. Et puis vous allez voir, si l'appel dit, bon, dit que sa demande est rejetée, et donc effectivement, elle va dire, bah, j'ai pas eu le temps puisque je me suis consacrée sur l'appel. Donc elle va encore demander du temps, elle joue la montre. Elle joue la montre en réalité. Mais ce n'est pas, je pense pas que ça constitue véritablement un danger. Hein. Voilà.